La forêt est un habitat précieux pour la faune et la flore sauvage. Elle fournit du bois, retient l'eau et régule le climat. Pourtant, la forêt est en danger. Malmenée par les abattages illégaux, l'appât du gain, les incendies et le changement climatique. Mais localement, de plus en plus de gens se battent pour sauver leur forêt. Pierre et Suzanne sont ingénieurs forestiers. Suzanne vient de Bavière et Pierre est français. Ils vivent et travaillent ensemble dans le Massif central. Affligés par les coupes rases et les monocultures pratiquées dans la région, ils se battent pour une gestion écologique des forêts. Cela fait déjà 6 ans qu'ils ont fondé Avenir Forêt, un groupement forestier écologique qui rassemble désormais 140 associés et possède 400 hectares de forêt. Aujourd'hui, quelques-uns de leurs associés viennent participer à un chantier bénévole. Merci. Votre tâche, ça consiste à aller jusqu'à ici en bordure. Il me semble il y a quelques tiges qui ont séché cet été. Donc vous allez les repérer parce qu'ils sont tout rouges. Et vous le notez sur un petit carnet que je vais vous donner. Comme ça me permet de calculer le volume qui va sortir. Voilà. Allez, les apprentis forestiers. Oui. Aujourd'hui, là notamment en Limousin, il y a pas mal d'anciens. Ils se disent non mais la forêt ça va embêter mes enfants. Ils vivent à la ville. Ça va être un problème pour eux. Je préfère tout couper et leur donner l'argent. Au moins il n'y aura pas de souci. Je pense que la génération d'après se dira plutôt ma forêt c'est un capital, je veux le transmettre dans un bon état et je vais passer quelque chose qui est en bonne santé à mes enfants. Les associés d'Avenir Forêt appartiennent à cette nouvelle génération. Pour un minimum de 10 000 €, n'importe qui peut devenir propriétaire forestier au sein du groupement. Nous sommes actuellement en forêt avec nos associés afin de leur montrer les lieux. Certains d'entre eux sont en pleine cueillette de champignons et ont déjà récolté pas mal de cèpes. Et nous accompagnons aussi des collègues qui viennent de faire une première éclaircie ici, donc des travailleurs et des débardeurs forestiers. Le but est de rencontrer nos associés, de mettre en avant le côté humain tout simplement, de faire la connaissance des gens avec qui nous travaillons. Pour tous, il s'agit de fortifier la forêt, d'accroître la diversité des espèces présentes et d'obtenir tôt ou tard de beaux arbres qui pourront être vendus. Une approche qui séduit Adrien, lui-même travailleur forestier. Parce que moi je suis limousin d'origine quoi, et je vois un peu ce qui se passe. J'ai pas envie que mes forêts, même si c'est pas moi qui suis le propriétaire, j'ai pas envie que mes forêts deviennent des champs de bataille. Étant acteur de cette filière, je pense que c'est à nous aussi d'agir pour ça, pour améliorer les forêts dans le bon sens. Pas améliorer les forêts dans le sens productivité économique, plutôt que ça reste une réserve de biodiversité, quoi. C'est exactement l'objectif d'Avenir Forêt. Remodeler ces parcelles en s'inspirant de la nature, accroître leur valeur à long terme et diversifier les essences. Suzanne et Pierre ont rendez-vous avec leur voisin Christophe. Bon, on va s'y attaquer. On va faire celui du bord, du coup. Je me disais qu'il allait pas être trop compliqué. Tu peux blesser l'autre arbre plutôt à droite parce qu'il est marqué, il va tomber à la suite, donc plutôt ça marche. Si tu as un choix. Abattre des arbres isolés, les autres exploitants forestiers abattent le plus souvent d'énormes parcelles. On est dans un processus de rationalisation où tout doit être optimisé, tout doit être efficace. Et en fait, ça touche tous les secteurs de la société, donc y compris la forêt. Même si c'est vrai qu'on a été touché peut-être un peu en retard. Nous, la forêt, on est toujours un peu loin du monde normal, on va dire, ou de la société civile. Bon, on va casser le frein. Nickel. Il est parti trop à droite. C'est pas dégueulasse pour toi. Il s'agissait d'un arbre de lisière qui avait de grosses branches sur un côté.
D'ordinaire, les vendeurs de bois s'en serviraient pour fabriquer des palettes. Mais là, on le coupe pour notre usage personnel, donc c'est parfait. Souvent, les gens s'amusent de les voir abattre un seul arbre. 21 mètres. Le plus grave, c'est cette tendance à pratiquer une exploitation intensive de la forêt. On déboise et on replante encore et toujours sur de grandes surfaces. La multifonctionnalité des forêts et le fait qu'elles régulent le climat, qu'elles nous assurent des pluies et une bonne qualité de l'eau, qu'elles ménagent les sols et les préservent de l'érosion, tout ça est occulté. Christophe, leur voisin, va couper ce tronc en planches. Il va le traîner jusqu'à sa scierie, en prenant bien soin de ne rien abîmer. Le couple de forestiers a pris conscience il y a longtemps déjà de l'importance de protéger les sols. Comme nous travaillons aussi avec des machines, j'essaie de bien penser le tracé de mes chemins d'exploitation pour que les engins restent sur ces chemins et épargnent le sol de la forêt. Suzanne marque les arbres pour le prochain abattage. Je trace des triangles sur les arbres à valeur écologique. Voici un sapin de Douglas qui n'est pas loin de mourir. Mais je vais le laisser là, car il abrite de nombreuses bestioles et contribue à la richesse du peuplement. Suzanne veut faire en sorte que les plus beaux spécimens reçoivent plus de lumière. Il ne s'agit pas de faire un grand ménage. On n'est pas dans une maison où tout doit être impeccable, mais dans un écosystème. Tout ce qui ne dérange pas a sa raison d'être et sera donc laissé en place. On peut voir d'anciens murets ici à droite. Il y a 60-70 ans, il n'y avait pas de forêt ici, mais des champs et des terrains agricoles. Les anciens agriculteurs à qui nous avons acheté cette forêt ont boisé toutes leurs terres avec des épicéas et des sapins de Douglas dans les années 60. À cette époque-là, l'État distribuait des subventions non seulement pour contrecarrer l'exode rural, mais aussi pour revaloriser ces friches. Et le résultat a été le même qu'en agriculture subventionnée. Les monocultures ont proliféré. Dans l'Est de la France, on a une vraie culture de la forêt, comme en Allemagne ou en Suisse. Mais ici, dans le Massif central et dans le Sud-Ouest, c'est relativement récent. Et les pratiques ont été héritées de l'agriculture. C'est vrai qu'on a une grande tendance à industrialiser la forêt, c'est-à-dire à avoir une forêt de plus en plus standardisée, où on va la voir comme un modèle agricole, où on va essayer donc de mettre des grosses machines, de produire des arbres un peu tous les mêmes, qui sont plus faciles à traiter pour les scieries, et à finalement avoir une uniformisation ou une standardisation des forêts, ce qui est complètement en contradiction avec la biodiversité naturelle. Tout ce qui pousse vite ou a un bon pouvoir calorifique est bien vu. Comme le sapin de Douglas est très prisé en ce moment et qu'il se vend mieux que les autres, on nous a conseillé de raser ces 4 hectares de forêt et de replanter uniquement du Douglas pour revaloriser ce peuplement. Pour Suzanne et Pierre, il s'agit là d'un non-sens, tant économique qu'écologique. Ils veulent prouver au contraire qu'une sylviculture durable est tout aussi rentable. Suzanne a donné rendez-vous chez elle à 2 associés. En ces temps de disette budgétaire, la sylviculture durable n'a pas le vent en poupe. En quête d'argent facile, l'État lui-même sous-traite de plus en plus l'exploitation de ses forêts à des entreprises privées. Claudine et son mari, qui craignent désormais que les abattages ne se multiplient, ont manifesté aux côtés des fonctionnaires de l'Office national des forêts. C'était pour dire aux gens, rejoignez-nous. C'est-à-dire que la société civile se joigne à eux. C'est pour le bien, c'est pour la forêt française. La forêt française et la forêt en général, c'est un bien commun. C'est tout le monde ensemble et il faut que tout le monde s'en soucie. Loin de simples bailleurs de fonds, leurs associés considèrent leur investissement dans Avenir Forêt comme un geste politique. Suzanne aussi donne une portée politique à son travail en forêt. En Allemagne, mes voisins étaient gardes forestiers et je trouvais ce métier totalement passionnant. En arrivant en France, j'ai assez vite compris que ça ne fonctionnait pas du tout comme en Bavière. Je me suis demandé comment j'allais pouvoir contourner ce problème. Je voulais trouver un moyen d'exercer mon métier tout en restant fidèle à mes principes. Grâce au groupement forestier, elle a trouvé le poste de ses rêves.
Achetée il y a 6 ans, cette forêt illustre parfaitement le travail qu'elle entend mener. Donc voilà, ici on est dans une parcelle où ça correspond déjà, ça ressemble comment on aimerait bien que tous nos forêts soient en irrégulier, c'est-à-dire tu as plein de poches. Hop là. La structure du site est vraiment belle et finement étagée, avec des arbres de tous âges, du bois mort au sol, des micro-habitats. J'en suis heureuse et fière. Les connaissances que j'ai accumulées me servent à impulser une dynamique nouvelle. Mais ensuite, c'est la nature qui fait le reste. Pour moi, la forêt doit être comme ça. Personnellement, je suis engagée dans le combat écologique et je fais partie de Greenpeace. À Greenpeace, on lutte contre la déforestation et l'importation de bois illégal. Le problème, c'est qu'on a besoin de bois. Donc moi, je préfère qu'on exploite des forêts en France, mais je ne veux pas qu'on les exploite n'importe comment. Regardez là, l'arbre mort sur pied, oui. Ça fait un super hôtel à insectes. Ah oui, oui. J'ai dû me battre avec les bûcherons pour qu'ils le laissent et qu'ils ne l'abattent pas parce que soi-disant ça fait pas propre. Pour les chauves-souris, c'est très important. Ah bah oui. Pour voir à quoi ressemble une forêt française typique, inutile d'aller bien loin. Ici, on peut couper ras jusqu'à 25 hectares de forêt d'un seul tenant. Donc voilà, oui. La coupe rase du voisin. Et oui. Ouais, de la merde. Là, quand on a acheté la forêt à côté, il y a 5 ans, ici, il y avait une futaies de grandis, de sapins de Vancouver. Et vous voyez les souches là, ils étaient énormes, ils avaient peut-être 80 cm de diamètre, ils avaient que 60 ans, parce que les grandis, ils poussent très très vite. Et donc voilà, l'année dernière, l'hiver dernier, ils ont tout coupé à ras. Elle n'en veut pas à ses voisins, des propriétaires forestiers qui ne connaissent que les coupes rases. Les propriétaires forestiers ne savent tout simplement pas comment faire autrement. Souvent, ils ont été mal conseillés et ils se disent « Mon Dieu, le peuplement est arrivé à maturité, je dois tout abattre maintenant, car au bout de 60 ans, il n'y a que ça à faire. » Comme si la forêt allait pourrir comme une pomme. Mais c'est faux, les arbres peuvent facilement vivre 200 ou 300 ans. Ces pratiques sont portées par une volonté politique. Évidemment, ça fait des emplois. Le modèle industriel fait des emplois. Donc au niveau électoral, etc., c'est important. Mais si on reste du point de vue du propriétaire, ça peut être plus intéressant d'avoir de la régénération naturelle gratuite, d'avoir des arbres qui poussent tout seuls, de les entretenir en mettant moins d'argent dedans. Et finalement, tout cet argent qu'on ne met pas au départ, à la fin, on ne va pas être en train de courir après, si vous voulez, le retour sur investissement. La loi prévoit que toute coupe doit être compensée par des plantations, et cela a un coût. Si on veut planter de nouveau des résineux, ils ont un problème avec l'hylope, c'est un insecte qui ponce ses œufs dans les souches. Maintenant, on plante, et après, on traite des années suivantes avec des répulsifs entre gibier. Donc, on apporte pendant des années de la chimie toxique qui va après se lessiver et aller dans le sol, qui va pourrir la qualité de l'eau potable. Pour régénérer une forêt existante, les 2 ingénieurs forestiers n'ont besoin d'aucun produit phytosanitaire. Ils plantent de jeunes arbres qui contribueront à diversifier, stabiliser et fortifier la forêt. Bon, allez, c'est parti pour la plantation. Pierre a déterré ce plan sur un autre site d'Avenir Forêt. Alors, les petits plants qu'on a récoltés. Allez, on y va, Chacun de ces plants sauvages présente des caractéristiques propres qui vont être mises à contribution. Allez, c'est parti. Dans une forêt naturelle, certaines essences agissent comme de véritables pompes à minéraux. Le tilleul ou le sapin, par exemple, ces arbres ont des racines qui s'enfoncent beaucoup plus profondément dans le sol. Elles font remonter certains nutriments vers la surface et les mettent à disposition des plantes et arbres alentours. Ce sont ces petits détails qui, pour peu qu'on les connaisse, permettent de travailler en harmonie avec le peuplement, de le rendre plus stable et plus sûr. Les ingénieurs forestiers ne plantent que lorsque la forêt ne se régénère pas d'elle-même. Voici quelques conseils pour Martin, leur stagiaire. Si tu as tout bien rempli avec la terre, tu te mets autour du pied, ton plan, et en appuyant avec tes pieds, tu le redresses légèrement pour éviter que
la racine, elle s'écrase, elle se compacte. Voilà, pour lui donner vraiment le moyen de se développer. Ces plants, qui sont issus d'un peuplement proche, sont déjà acclimatés. Ils connaissent bien les conditions climatiques locales, mais ce n'est pas leur seul avantage. Les plants de pépinière sont saturés d'engrais et de produits phytosanitaires. C'est une chance pour le gibier qui en raffole. Et si on les plante sans les protéger, ils finissent mangés par les chevreuils. Les plants sauvages, par contre, ne les intéressent pas, car ils sont plus solides et moins sucrés. Ce ne sont pas des friandises. En outre, cet assortiment de plants sauvages devrait permettre à la forêt de mieux résister aux tempêtes. Que quand on fait des plantations avec un seul arbre, qui va pousser très vite, qui va monter très haut, avec un petit diamètre, c'est un peu comme un jeu de quilles ou des crayons. Donc s'il y a une grosse tempête, ça va plus facilement tomber comme des dominos que si, parmi ces arbres qui sont effectivement très longs, on va avoir par exemple des feuillus ou d'autres arbres ou un deuxième étage qui va un peu tenir le peuplement et qui va avoir plus de résistance. Tous les plants sont en terre. Pierre et Suzanne ont rendez-vous avec un client important. L'architecte Peter Block les attend. Salut Peter. Bonjour. Bien? Ouais. T'es en train de travailler? Ouais. Salut. Salut. Bon. C'est beau, magnifique, tout ça, le bois. Ouais. Oui, c'est un beau Ah, stock. puis là, les formes rondes, c'est super. Ouais. C'est pour ton fils? Ouais. Ok. Ça va devenir quoi? Et l'idée, c'est de faire une cabane transportable parce qu'il n'a Un pas tiny, encore choisi. le tiny house pour lequel il nous a acheté Ouais, c'est des ça. planches. Et tu peux vivre dedans en même temps. Et quand tu trouves quelqu'un, une copine, tu peux faire un deuxième à côté. Et quand ça marche pas, vous Là, pouvez tu te sépares. partager. D'accord. C'est ça les plans de... Oui. Tout le bois que vous voyez ici vient d'Avenir Forêt. C'est une grande fierté, car nous savons à quoi notre matière première va servir. Ce bois stocke du CO2 et il est utilisé localement. De fait, le bois de construction polluera toujours moins que le bois de chauffage que l'on brûle. L'architecte a une nouvelle commande pour le couple. J'ai besoin du bois. Ah oui? Alors tu vas C'est- prendre dans le Douglas, là? Oui, mais je préfère d'utiliser plusieurs essences. D'accord. Sinon, ça devient un petit peu toute la même chose. Et je pense que ça, c'est formidable pour une lambris, le tremble. Donc là, il va sortir quand même une certaine quantité, donc je pense que pour la maison, ça sera suffisant. Ouais. Il y a 300 stères qui vont sortir au total, donc il faudrait que tu nous dises la quantité qu'il te faut par essence. Tu peux mettre à Comme ça, je te côté, mets de côté. 300 stères, ça ferait 200 sterciers, ça ferait 140 mètres cubes. Vendre à des clients proches et sans intermédiaire, voir où leur bois est travaillé, tout cela plaît à Suzanne et Pierre. Leur voisin Christophe doit débiter le tronc du sapin de Douglas fraîchement coupé. Et en fait, on aurait besoin de à peu près 15 mètres carrés. Et c'est 10 mètres carrés. Ah oui, mince, c'est pas 15 mètres carrés, c'est 10 mètres carrés. Merde, alors. Allez, 15 maisons. Par contre, ouais, niveau du stockage, ouais, tu peux nous fournir les tasseaux parce que Ouais, j'en ai là-bas, ouais. nous, on va stocker les planches 6 mois avant de raboter quand même, histoire que ça sèche un peu. Et par contre, ouais, voilà, on les stockera. Bon, ok. Il faut beaucoup de choses, toi. T'as vu, hein? Tasseaux, Je suis un client difficile. Bon. Mais bon, comme je suis voisin, ça va? Ouais. Ça s'est arrangé? Ouais, ça va bien y aller. Travailler avec ses voisins implique que l'on tisse des liens avec eux et qu'on leur consacre du temps. À l'origine, Christophe est agriculteur. Il a repris cette vieille scierie il y a quelques années. Les planches qu'il débite aujourd'hui serviront à retaper une maisonnette située en pleine forêt dont le groupement est propriétaire. Il est prévu d'y installer une mezzanine avec couchage. Le carnet de commandes de Christophe est bien rempli. Il travaille surtout pour des clients locaux. Et Suzanne et Pierre ont trouvé en lui un partenaire fiable. Puis ce partenariat, il est quand même, tout le monde s'y retrouve parce qu'au final, lui, il va pouvoir avoir des arbres qui viennent de pas loin, il va pouvoir les débarder lui-même.
il va pouvoir avoir des stocks, entre guillemets, d'arbres sur pied qui sont pas loin, qu'il va pouvoir mobiliser un peu à la demande. Nous, on va faire des coupes chaque année, donc chaque année, il est sûr d'avoir des arbres. Du coup, il peut nous les payer peut-être un petit peu plus cher que ce que payerait quelqu'un qui les emmènerait plus loin dans une scierie plus grosse, etc. Donc au final, nous et lui, on s'y retrouve pas mal dans cette histoire, quoi. Même s'ils ne courent pas après le profit, ils sont contents de voir leur caisse se remplir. Depuis 1 an, les affaires tournent vraiment bien. Et puis on avait pris un risque en choisissant de travailler avec autant d'associés au sein du groupement. Certains auraient pu ne pas comprendre notre démarche. On avait notamment peur d'avoir affaire à des spéculateurs financiers. Dès le départ, on a tout fait pour éviter ça. Il s'avère que ça fonctionne plutôt bien. Aussi parce qu'on fait en sorte de mettre tout le monde au même niveau. Et les gens comprennent assez vite qu'il ne s'agit pas de gagner gros ici, mais plutôt d'un placement à long terme. Oh, c'est vrai, c'est un peu profond quand même. Alors, on y va. Hop. Ah, je suis impatiente de voir si ça a bougé à l'intérieur. Autrefois, cette maisonnette servait à sécher les châtaignes. Ils souhaitent désormais en faire un gîte avec leurs associés. C'est plutôt pour l'été. Oui. Donc c'est soit pour nous quand on fait des travaux ici en forêt. Bah oui. Ou pour les associés quand ils veulent profiter de Najac et éventuellement le louer sur Airbnb. Mais ça, c'est pas décidé encore. On va déjà finir l'aménagement. C'est pas tellement dans les normes. Non, c'est pas dans les normes. Christophe devra raccourcir les planches déjà sciées pour construire la mezzanine. 3 mètres. L'intéressant dans cette charpente qui a été construite il y a 150 ans, c'est l'arrondi des poutres qui a été obtenu directement en forêt. Pour ce faire, on suspendait des poids aux jeunes chênes afin qu'ils se courbent en poussant. C'est une méthode de fabrication très ancienne. Gère. Fonce là. Être propriétaire d'une châtaigneraie a ses avantages. Nombre des investisseurs d'Avenir Forêt s'intéressent à la gestion forestière et voient d'un mauvais œil ce qui se fait en France, où très souvent, les méthodes employées sont largement obsolètes. La formation des professionnels de la forêt y est pour beaucoup. Suzanne et Pierre veulent aussi s'attaquer à ce problème. Et leur stagiaire Martin leur donne raison. On étudie plus toutes les industries des Landes que la forêt elle-même. La forêt, c'est juste des troncs, et puis c'est juste des chiffres. À l'école forestière de Mémac, où on forme des BTS, pas des ingénieurs, il y a, c'est une autre coopérative qui est dans le conseil d'administration et très influente, et qui cherche à former des techniciens pour répondre aux besoins de leur structure et de leur fonctionnement. Pour sauver la forêt, il faudra des formations plus axées sur la pratique. Pierre pense que les gens devraient aussi avoir une meilleure connaissance de la forêt. On a des écosystèmes qui sont riches. Les écosystèmes forestiers sont les plus riches au niveau terrestre en France. On a des choses formidables et puis potentiellement aussi intéressantes qu'en Amazonie ou je ne sais dans quel pays. Intéressons-nous à ces écosystèmes, regardons ce qu'il y a dedans et voyons-les peut-être justement comme à la fois une source de bois, mais aussi des habitats pour la biodiversité. Le lobby de l'industrie du bois est puissant. Sans travailleurs forestiers ouverts à la nouveauté, les pratiques n'évolueront pas. Pendant une semaine, Pierre et Suzanne vont donc montrer leur méthode de travail aux élèves de l'école de sylviculture locale. Globalement, sur une forêt, vous allez souvent avoir une, voire deux essences qui font 80% des arbres. Donc grosso modo, on a un principe, c'est qu'on favorise toutes les autres. On a l'impression quand même d'avoir une mise en lumière assez importante et du coup,
Après, est-ce que vous adaptez aussi en fonction de l'essence ou parce que c'est ça, la réaction de l'essence, ce sera pas la même. Oui, tout à fait. Et le bûcheron, justement, il était très hésitant. Il m'a appelé plusieurs fois. Je suis revenue sur le terrain et finalement, il a coupé que la moitié des tiges que j'ai marquées. Et parce qu'avant, il a travaillé dans des Douglas et dans une chaînée, c'est pas du tout le même traitement. La méthode d'Avenir Forêt se répand peu à peu. Ce qui est frappant, c'est que de plus en plus de petits propriétaires privés nous contactent pour nous demander conseil. Je pense que la prochaine génération de propriétaires forestiers va, à mon avis, avoir plus de sensibilité pour savoir mais qu'est-ce qu'il y a dans ma forêt, qu'est-ce que je peux en faire, est-ce que je suis obligé de faire une coupe rase ou est-ce qu'il y a d'autres alternatives. Pierre et Suzanne lancent un message clair. Quand je vois ce que font les autres et le peu de choses nécessaires pour apporter quelques améliorations et un peu de diversité, je trouve que je m'en sors pas trop mal.